La dernière fois, on avait évoqué dans le détail la théorie de la vérité de Hobbes. On avait montré comment cette théorie s'opposait quasiment point par point à celle d'Aristote. Donc, pour le dire très rapidement, alors que pour Aristote, les propriétés, ce qu'on appelait la quiddité au Moyen Âge, ou les accidents dans l'Antiquité, font exister la chose, font exister la substance. Pour Hobbes, c'est une absurdité. Alors que pour Aristote, une phrase est vraie quand elle respecte l'inscription de l'accident dans la substance, pour Hobbes, c'est exactement l'inverse. C'est lorsque la substance est incluse logiquement dans le prédicat que la phrase est vraie. Bref, sur tous les points de la logique d'Aristote, Hobbes a une objection. On va se rendre compte que cette objection fondamentale à Aristote va avoir des conséquences politiques très lourdes. Et donc c'est là-dessus qu'on avait fini la dernière fois, à savoir l'opposition que Hobbes va formuler sur le terrain de la politique et de l'éthique à l'égard d'Aristote. Je voudrais revenir sur cette conception qu'Aristote va avoir de la politique et du rapport entre le langage et la politique, pour ensuite exposer les critiques fondamentales de Hobbes. Donc, pour Aristote, c'est l'objet du premier livre des Politiques. Pour Aristote, l'être humain est un animal naturellement politique. Ce qui signifie, dans le cadre de la pensée d'Aristote, que la cité a une origine biologique. C'est l'accomplissement, on va dire, des liens naturels qui peuvent exister entre les hommes et les femmes sur le plan sexuel. C'est la forme achevée de l'association pour Aristote. Mais Aristote montre que la cité n'est pas qu'une conséquence, on va dire, purement biologique des liens, des liens familiaux, des liens de sang. Il y a quelque chose de plus dans la cité qu'il y a dans les sociétés animales. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce que Aristote appelle, ce que toute l'Antiquité grecque appelle le logos. Les êtres humains sont des animaux politiques parce qu'ils sont des animaux doués de logos. Ils sont des animaux doués de raison et de parole. Hobbes va comparer les êtres humains aux abeilles. Les êtres humains vivent dans des cités, les abeilles vivent dans des ruches. Mais la grande différence entre les ruches et les cités, c'est précisément la différence qu'il y a entre les cités. Il y a une grande variété des cités, des organisations politiques, alors que toutes les ruches se ressemblent. Et pourquoi cela a-t-il lieu ? L'hypothèse d'Aristote, c'est précisément le langage et la raison qui permettent d'expliquer ces différences. Par le langage, par la raison, les êtres humains sont capables de délibérer de manière libre et non instinctive, de délibérer du bien et du mal, du juste et de l'injuste, ce qui fait que leurs cités vont prendre des formes différentes selon les lieux, selon les époques, selon les cultures. Et même au sein d'une même société, il peut y avoir des bouleversements en raison d'une discussion politique sur le bien et le mal. Et c'est pour ça, dit Aristote, que l'être humain est, en grec, malon politikon, M-A-2-L-O-N, politikon, P-O-L-I-T-I-K-O-N. Alors évidemment, je le fais dans l'alphabet latin,
pas dans l'alphabet grec, malon politikon, c'est-à-dire davantage politique, davantage sociable que les animaux. Pour Aristote, il y a un instinct grégaire chez les animaux. Les animaux s'assemblent par instinct. Il y a un appétit rationnel, il y a un plaisir à vivre ensemble, pour Aristote, chez les êtres humains. C'est-à-dire que les êtres humains veulent vivre ensemble alors que les animaux vivent par instinct, en groupe. J'avais lu un extrait du livre 1, que je peux relire. Si l'homme est infiniment plus sociable que les abeilles et tous les autres animaux qui vivent en troupe, c'est évidemment, comme je l'ai dit souvent, que la nature ne fait rien en vain. Or, elle accorde la parole à l'homme exclusivement. La voix peut bien exprimer la joie et la douleur, aussi ne manque-t-elle pas aux autres animaux, parce que leur organisation va jusqu'à ressentir ces deux affections et se les communiquer. Mais la parole est faite pour exprimer le bien et le mal, et par suite aussi le juste et l'injuste. Et l'homme a ceci de spécial, parmi tous les animaux, que seul il conçoit le bien et le mal, le juste et l'injuste, et tous les sentiments de même ordre, qui, en s'associant, constituent précisément la famille et l'État. Alors, si j'entre dans le détail de ce que dit Aristote, Aristote dit que les animaux sont des êtres sensibles, et qu'en tant que tels, ils ressentent le plaisir et la douleur. Et comme la nature ne fait rien en vain, la nature les a dotés du cri de plaisir et cri de douleur, pour se communiquer leurs sensations. Mais le principe de la communauté animale, le principe de la meute, le principe de la ruche, c'est la survie, le plaisir et la douleur. Tout cela relève de l'instinct. Qu'est-ce qu'il faut pour atteindre, pour passer du plaisir à la justice et du mal à de la douleur à l'injustice ou au mal? Il faut le mot. Il faut la parole. Et seul l'animal doué de parole qu'est l'être humain peut concevoir le bien et le mal, le juste et l'injuste. Autrement dit, et ça je pense que Hobbes serait d'accord avec Aristote, sur ce point-là et sur ce point-là seulement peut-être, le langage, c'est ce qui nous fait passer du sentiment au concept, de la sensation à la pensée. Et donc si on lit entre les lignes, c'est ce que fera Hobbes, pour Aristote, le langage, c'est un cadeau de la nature, c'est un don de la nature, un don que la nature va faire à l'être humain, qui va lui permettre de s'arracher à sa condition animale, de décoller par rapport aux animaux, et surtout de vivre ensemble, comme on dit, dans des communautés paisibles. Sans le langage, ce ne serait pas possible. Et c'est là que Hobbes n'est pas du tout d'accord. Hobbes va s'opposer à Aristote de manière quasi symétrique sur tous les arguments avancés par Aristote dans les politiques. Alors, en particulier dans un texte qui est tiré du chapitre 17 du Léviathan. Le chapitre 17 du Léviathan. Alors, j'en lis quelques lignes. Il est vrai que certains animaux, comme les abeilles et les fourmis, vivent en société les uns avec les autres et sont pour ce motif rangés par Aristote au nombre des animaux politiques.
Et pourtant ils n'ont pas la parole qui leur permettrait de se déclarer l'un à l'autre ce qu'ils jugent profitable à l'intérêt commun. C'est exactement ce que dit Aristote. C'est pourquoi il se peut bien que quelqu'un désire savoir pourquoi l'humanité est incapable d'en faire autant. Que dit Hobbes? Enfin, plutôt, que disait Aristote? Que disait Aristote? Aristote disait la nature ne fait rien en vain, les animaux n'ont pas la parole, les êtres humains ont la parole, et c'est pourquoi les êtres humains vivent en paix dans des cités. Et Hobbes va dire les animaux n'ont pas la parole, les êtres humains ont la parole, alors pourquoi ils sont infoutus de vivre en paix? Pourquoi les êtres humains sont incapables de vivre en paix? Et Hobbes va dire la nature ne fait rien en vain. C'est à cause de la parole que les êtres humains se font la guerre. Donc Hobbes va reprendre tout l'argumentaire d'Aristote et il va le retourner comme un gant. Alors, vous connaissez l'expression d'imbécile heureux. C'est exactement ce que pense Hobbes. Le fait que les animaux soient des bêtes, au sens propre comme au sens figuré, le fait que les animaux soient dénués de raison et de langage, dénués de logos, pour Hobbes, c'est une bénédiction pour les bêtes, c'est une bénédiction pour les animaux. L'absence de langage et de raison est une chance pour les animaux. Les animaux ne se font pas la guerre. Seule l'espèce humaine se fait la guerre. Quand il y a de la violence dans le monde animal, c'est pour la survie de l'espèce et c'est au fond seulement pour la nourriture. Certes, il y a des conflits pour subvenir à ces besoins chez les êtres humains, et pas seulement. On ne s'entretue pas seulement pour survivre. Donc la guerre est une spécificité humaine. Pourquoi? Alors pour une raison fondamentale, qui est le langage, d'après Hobbes. Hobbes va distinguer deux types de noms. Ce qu'on pourrait appeler les noms de choses et les noms de valeurs. Donc distinction fondamentale chez Hobbes entre les noms de choses et les noms de valeurs. Pour Hobbes, pour reprendre une formule que va utiliser Bergson, les noms sont la plupart du temps des étiquettes collées sur les choses. Comment est-ce qu'on apprend à un enfant à parler? Eh bien, on va dire le mot et on va lui montrer la chose. On va dire ça voiture, ça chaise, ça table, ça papa, ça maman. Donc c'est en indiquant la chose que l'enfant va saisir le sens du nom. Et ça fonctionne d'une manière qui est totalement arbitraire, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien appeler voiture maman, c'est pas un problème. Et on pourrait très bien faire l'inverse, appeler les mères
de famille des voitures. Ça fonctionnerait, si vous voulez. C'est pour ça qu'il y a différentes langues. On n'a aucune raison d'appeler, on n'a aucune bonne raison d'appeler une mère, on peut très bien l'appeler a mother, on peut très bien l'appeler una madre. Il n'y a aucune raison, si vous voulez, qu'une mère s'appelle une mère. C'est l'arbitraire de la langue. Mais en revanche, c'est conventionnel. C'est-à-dire que quand on parle une langue, on se met d'accord sur le sens des mots. Et on se met facilement d'accord, précisément parce que c'est arbitraire, et qu'on peut dire, bah ça se dit comme ça se dit comme ça se dit comme ça. Et donc les noms sont, comme je le disais tout à l'heure, des étiquettes collées sur les choses. Mais il n'y a pas que les choses dans la vie. Il n'y a pas que les individus concrets dans la vie. Il y a aussi des valeurs, des croyances, des intérêts. Tout ce qui n'est pas concret, mais qui est de l'ordre du ressenti, qui est de l'ordre du rapport. On pourrait dire qu'il y a les choses, puis il y a le rapport aux choses, la manière dont les choses nous affectent. Et ça n'a rien d'objectif, c'est purement et strictement subjectif. C'est-à-dire que ce qui m'affecte d'une certaine manière, moi, ne va pas vous affecter vous de la même manière, pas forcément. Et inversement. Donc ce qui fonctionne pour les choses, c'est que le référent, la référence ne varie jamais. Alors que dans le cas des rapports, dans le cas des valeurs, dans le cas des croyances, ça varie tout le temps. C'est-à-dire que non seulement ça varie d'un individu à l'autre, mais pour un même individu, par exemple, ce qui est juste à un moment de sa vie ne va pas l'être à un autre moment de sa vie. Ça varie en fonction des individus, des circonstances. Et là encore, pensons à l'enfant. Qu'est-ce qui est juste pour un enfant? Du point de vue de l'enfant. Essayez de vous replonger dans vos lointains souvenirs. Qu'est-ce qu'un enfant va dire juste? Et qu'est-ce qu'il va dire injuste? Oui. Non, oh là, oh là là, jamais de la vie. Ce que le parent trouve juste, l'enfant va le trouver en 9 cas sur 10 totalement injuste. Qu'est-ce qu'il va trouver juste, l'enfant? Ouais, ouais, c'est ce qui est juste pour lui, autrement dit, c'est ce qui... Ouais, exactement, c'est ce qui est juste pour nous. C'est la seule chose qui soit juste. Autrement dit, la justice, le bien, le mal, ce sont des noms qui ont une signification purement subjective pour Hobbes. J'ai aucune raison de penser que ce qui est juste pour vous est juste pour moi. J'ai même plutôt des raisons de penser le contraire. J'ai aucune raison de penser que ce qui est bon pour moi le sera pour vous. Et c'est exactement ce que va dire Hobbes. Naturellement, par nature, comme le dirait Aristote, ce qui est bon et ce qui est juste, c'est ce que nous aimons. Ce qui est mauvais et ce qui est injuste, c'est ce que nous n'aimons pas. Ça, dans le discours médiatique notamment, faut faire très attention à ça.
On a l'impression que certains journalistes ou certaines personnalités haïssent des gens parce qu'ils les trouvent injustes. Mais c'est justement le contraire. C'est parce qu'ils les haïssent qu'ils les trouvent injustes. Ou c'est parce qu'ils les aiment qu'ils les trouvent justes. Il ne faut pas confondre, hein, d'après les leçons de Hobbes, il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. Ce que dit Hobbes, c'est que la morale, c'est une affaire de sentiment. Et le sentiment n'est pas une affaire de morale. Donc je lis le texte en question, ce texte-là, c'est dans le chapitre 6 du Léviathan qu'on va le trouver. Mais quel que soit l'objet de l'appétit de l'homme ou de son désir, c'est pour sa part ce qu'il nomme bon, et l'objet de sa haine et de son aversion, il le nomme mauvais. Il n'existe rien qui soit ainsi, simplement et absolument, ni aucune règle commune du bon ou du mauvais qu'on puisse tirer de la nature des choses elles-mêmes, car cette règle vient de l'individualité de l'homme, là où il n'y a pas de puissance commune ou dans une république, d'une personne qui le représente ou d'un arbitre, d'un juge que les hommes en désaccord établissent par consentement et dont la sentence constitue la règle du bon et du mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en soi, rien n'est bon, rien n'est mauvais. En soi, rien n'est juste, rien n'est injuste. C'est bon et mauvais pour nous, c'est-à-dire relativement à une personne. C'est juste et injuste pour nous, relativement à une personne. On ne peut pas trouver, enfin, si vous voulez, sur une île déserte, Robinson ne peut pas être juste, il ne peut pas être mauvais, il ne peut pas être bon, il ne peut pas être injuste. Ce sont des mots qui n'ont aucun sens en soi. Ce sont des mots qui ont du sens relativement à des personnes, en particulier relativement à d'autres personnes. Donc, voilà le problème. Prenons deux noms. Le triangle et le bien. Je peux me mettre d'accord avec n'importe qui sur la définition du triangle. Il suffit que je dessine un triangle et que je dise ça, on va appeler ça un triangle. Mais le bien, je le montre où? Il se promène dans la rue, il habite quelque part. Ce n'est pas un objet concret, ce n'est pas une chose. Et donc, le bien, il y en a autant qu'il y a d'individus. Il y a autant de conceptions du bien qu'il y a d'intérêt. Qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est ça qui est important. Les gens qui réussissent dans la vie, dit Hobbes, ce sont ceux qui vont vous faire croire que le bien est une chose, que le bien existe, qu'il existe quelque chose comme la justice, qu'il existe quelque chose comme le bien. Et ceux qui ne vont pas réussir dans la vie, c'est ceux qui vont le croire. Celui qui dit que le bien existe, que la justice existe, il sait très bien qu'il ne sert que ses intérêts. Et le drame, c'est qu'il y ait des gens qui puissent le croire. Vous êtes trop jeune pour avoir connu les discours qu'on tenait au moment de la guerre en Irak, 2002-2003. On s'est mis à reparler de la guerre juste. J'avais osé dire, c'était l'époque où, si vous voulez, en tout cas chez un certain nombre de Français,
la guerre en Irak était juste. J'avais osé dire, j'étais, je devais rentrer au lycée à ce moment-là, juste pour qui? Bah, c'est vrai ça, juste pour qui? Je pense que les Irakiens et les Américains ont une conception assez différente de ce que c'est que la guerre juste. Il n'y a pas d'objectivité du juste. Il n'y a que des intérêts qui sont exprimés ainsi. C'est ce que va dire Hobbes. Ou plus précisément, ce que va dire Hobbes, c'est que tant qu'il n'y a pas, et là on rentre vraiment dans la modernité, tant qu'il n'y a pas un État, tant qu'il n'y a pas une puissance commune pour imposer par la force une conception du juste et une conception du bien, il n'y a pas de juste et il n'y a pas de bien. Et le rôle de l'État, la fonction sociale de l'État, c'est d'imposer, j'arrive tout de suite, c'est d'imposer une croyance commune en ce que c'est que la justice et en ce que c'est que le bien. C'est là-dessus que reposent les sociétés. La société est moderne. Aujourd'hui, on est entré dans une phase où les sociétés sont post-modernes. Ouais. J'aimerais savoir quand ça s'est pas fait par la force, en fait. Oui, d'accord, mais enfin, je voudrais pas rappeler les différents schismes littéralement au sein de l'islam, les différents schismes au sein du christianisme, les différentes tensions qu'il y a pu y avoir au sein du judaïsme. Quand vous abandonnez votre religion, ça se passe mal. C'est-à-dire qu'on considère que c'est une sécession politique et qu'il ne va pas y avoir de coexistence possible, qu'il ne va pas y avoir de coexistence possible au sein d'une même société entre, par exemple, hein, pour prendre l'exemple qui va vraiment animer Hobbes, parce que c'est un exemple qui va vivre euh, de manière quasi charnelle, puisque Hobbes écrit le Léviathan en 1651 et en 1649, une guerre civile va conduire à la décapitation à la hache du roi d'Angleterre devant Westminster. Je crois que c'est Charles Ier qui se fait tronçonner devant Westminster, et il va y avoir, et c'est sur fond de conflit religieux. C'est-à-dire que Charles est catholique et la majorité de son peuple est protestante. Bah forcément ça va pas aller. Et ça va vraiment pas aller. Et en France, quelques décennies auparavant, il y avait eu le massacre de la Saint-Barthélemy. Okay. Et l'idée, c'est que, effectivement, au sein d'une société, il y a des conceptions radicalement différentes du juste et du bien, ça finit en révolution. Ça finit en révolution. Et il faut prendre ça au sérieux. Et ce que dirait Hobbes, je pense, à propos des démocraties modernes, on pourrait se dire, oui, il y a par exemple l'alternance entre la gauche et la droite. Ils n'ont pas la même conception du juste et du bien. Ils n'ont pas la même conception du mal et de l'injustice. Oui, ça, Hobbes serait d'accord, mais il serait aussi d'accord pour dire qu'à partir du moment où il y a un camp qui a le pouvoir, c'est à lui de dire ce qui est juste et ce qui est mauvais. Et au fond, on a fait en sorte qu'il y ait des parlements, pour qu'il y ait la guerre au Parlement, afin qu'elle ne soit pas dans la rue. C'est-à-dire qu'on a reporté la violence de la guerre civile à l'intérieur des assemblées. Ça, Hobbes serait pas très content. Il penserait que c'est un risque, si vous voulez, d'implosion en permanence de la République, de ce qu'il appelle le Commonwealth. Mais en particulier sur la question religieuse. Hobbes ne va pas inventer la laïcité, mais il va inventer quelque chose comme... Est-ce que vous avez vu Napoléon en histoire? Le Concordat. Vous avez fait ça en EMC ou en histoire? Le Concordat, en gros, c'est Napoléon qui va réunir tous les chefs religieux de l'époque en France, en 1800, il me semble que c'est 1800, je ne vais pas dire de bêtises, 1805, mais peut-être plus tard.
Il y en a eu plusieurs. 1802. 1801, pardon. 15 juillet 1801. Donc, Napoléon, c'est un petit peu ce qui se passe avec l'islam en ce moment et la loi sur les séparatismes. Que va faire Napoléon? Il va réunir tous les chefs religieux, et en particulier les juifs, et il va leur dire, voilà, vous avez le droit de rester en France, à condition que votre religion et vos dogmes soient conformes aux lois de l'État. Et il faut qu'il y ait une mise en conformité des lois religieuses aux lois de l'État et que les lois religieuses se soumettent aux lois de l'État. Et ça, c'est Hobbes qui l'invente. Ça, c'est Hobbes qui l'invente. C'est-à-dire que dans le Léviathan, la deuxième et la troisième partie du Léviathan, c'est pour régler le problème des guerres de religion et des guerres civiles en Europe. Il va dire euh, si, et en particulier le problème qui se pose en Angleterre, c'est les catholiques. Pourquoi le catholicisme pose-t-il un problème politique particulier au XVIIe siècle? Parce que un catholique a deux chefs, le sien, j'ai envie de dire, le roi, et qui d'autre? Le pape. Imaginez un truc tout simple. L'Angleterre entre en guerre contre la France. C'est pas une éventualité si lointaine, si vous voulez, à l'époque. Et les Anglais vont incorporer dans leurs troupes des catholiques. Bah, peut-être que les catholiques vont pas vouloir taper sur d'autres catholiques, même s'ils sont français, si vous voulez. Et ça, dit Hobbes, enfin, littéralement, ça ne va pas être possible. Je crois que j'en avais parlé un petit peu quand j'avais parlé de la notion de tolérance. C'était avant les vacances de Noël, j'avais parlé du problème de la tolérance. Euh, Il y a un philosophe du XVIIIe siècle, pour le coup, qui s'appelle John Locke, et qui va dire Hobbes, il était intolérant. Il voulait seulement un type de protestant dans le royaume d'Angleterre. Mais Locke, il va être tolérant avec tout le monde, sauf avec les catholiques. C'est-à-dire que les catholiques non plus, il n'en veut pas, Locke. Et pour des raisons politiques, c'est-à-dire euh, on ne peut pas, on ne peut pas diviser la souveraineté. Diviser la souveraineté, ça voudrait dire qu'il y ait en fait un État à l'intérieur de l'État. Que l'État dise ce qu'est la loi, mais il y ait quelqu'un d'autre qui dise aussi ce que c'est que la loi. Et ça va poser énormément de problèmes, euh, encore aujourd'hui, si vous voulez. Ça. Le principe, par exemple, euh, aux États-Unis, euh, vous avez les 50 États des États-Unis, vous avez aussi la question des réserves indiennes. Euh, les, les Indiens, enfin les Native Americans, ont leur propre police, ils ont leur propre juge, etc. etc. La police fédérale n'a pas le droit, ou alors quand elle le fait, c'est très problématique, elle n'a pas le droit d'entrer sur les réserves. Ce sont des États souverains, les réserves indiennes aux États-Unis. Ça poserait énormément de problèmes à Hobbes, par exemple. Et de fait, on peut comprendre pourquoi. Ça voudrait dire qu'il y a en fait deux types de lois sur le même territoire. Gros problème. Est-ce que vous avez des questions pour ça? Donc, là, j'ai fini le cours de transition. Et on entre vraiment dans la deuxième partie de l'année. J'ai fini le cours de transition entre les pouvoirs de la parole et les représentations du monde. Et on attaque donc le chapitre 2, je crois, de la deuxième partie du cours. Enfin, je sais pas. Reprenez vos cahiers et dites-moi. C'est quel chapitre? Je sais plus dans quel chapitre on est. Ça n'a pas vraiment d'importance en fait. Mais pas tous en même temps. Chapitre 5, c'était quoi le chapitre 5? Ou le chapitre 4, je sais pas du coup.
Bon, alors peu importe. Ok. Chapitre 6. Du coup, chapitre 6. Le monde moderne. Le monde moderne est la fin de la nature. Le monde moderne est la fin de la nature. Donc, l'idée que je voudrais exposer dans ce chapitre, c'est que la modernité va se caractériser par la disparition progressive de l'idée antique de nature. La conception qu'on se faisait de la nature dans l'Antiquité va disparaître avec la modernité. D'où le titre, La fin de la nature. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'était plutôt, qu'était la nature? La nature, pour les anciens, c'était une force vitale, autonome, c'est-à-dire dotée de ses propres lois, et que la technique humaine, par exemple l'agriculture, ne pouvait qu'accompagner. On peut prendre un exemple, par exemple, dans la physique d'Aristote. Aristote va prendre l'exemple d'un ébéniste, d'un artisan qui travaille le bois, et de manière très intéressante, il va noter que l'artisan doit accompagner la forme naturelle du bois. Il ne peut pas faire n'importe quoi avec le bois. Il ne peut pas couper n'importe comment le bois. C'est un petit peu comme un steak, si vous voulez. Il faut respecter les veines du bois. Il faut suivre la texture du bois. Et on comprend bien ce qu'Aristote veut dire par là. Il veut dire que la technique ne fait qu'accompagner une puissance qui est inscrite dans la nature, qui est inscrite d'elle-même dans la nature. Autrement dit, et j'arrive tout de suite, la nature va dicter ses lois à l'être humain. Et tel est le rapport antique de l'humanité à la nature. Oui, dites-moi. Bah, ça fait pas un bon tailleur de bois. Un bon technicien, c'est quelqu'un qui va comprendre les lois de la nature et qui va en tirer profit en les accompagnant, en accompagnant le mouvement. Euh, Autre exemple, si vous voulez, qu'on peut prendre, le, l'agriculteur, le paysan, ne va pas s'installer n'importe où. Il va s'installer dans des terres, sur des terres qui sont argileuses, qui sont noires, qui sont fertiles, euh, et il va pas, parce que techniquement il pouvait pas, mais il va pas mettre de l'engrais chimique pour booster ses récoltes, pour démultiplier son rendement. Il va faire ce qu'on faisait jusqu'à l'époque moderne, il va faire reposer la terre. Il faut que la terre se repose. Imaginez ça aujourd'hui, quoi. L'idée que la terre doit se reposer. Autrement dit que la terre est une autonomie par rapport à l'être humain. Totalement inenvisageable. Et la nature
Donc c'est cette force autonome, cette puissance vitale autonome que le technicien ne peut qu'accompagner, mais la nature, c'est aussi un ordre. Une hiérarchie, une organisation qui est structurée et structurante. C'est ce que les Grecs appellent le cosmos. Il y a un ordre naturel qui est inébranlable. Et en particulier, c'est ça qui va être très intéressant pour les anciens, pour les Grecs en particulier, la nature, ce n'est pas une matière. C'est vraiment ça. La nature, ce n'est pas une matière, c'est une forme. La nature est ce qui crée, ce qui produit des formes de vie. Alors, tout ça va disparaître. Quand est-ce que ça va disparaître? Ça va disparaître pour des raisons fondamentales euh, à la Renaissance, à la fin de la Renaissance. Parce que le monde va se transformer. Le monde va se transformer, en particulier avec la découverte de l'Amérique. Et c'est ça que je voudrais vous expliquer. Alors, que se passe-t-il avec la découverte de l'Amérique? Avant, comment dire? Avant, être puissant, c'était avoir des terres. La puissance se mesurait en kilomètres carrés de terres contrôlées. On se représentait l'espace comme quelque chose de solide. Qu'est-ce qui se passe avec la découverte de l'Amérique? Quelque chose de fondamental. Qu'est-ce qui va faire la puissance de l'Angleterre par rapport à celle de la France? Ouais, non, justement pas. L'Angleterre a très peu de territoire. Qu'est-ce qu'elle a? Ouais, ouais, mais surtout, un truc fondamental, si vous voulez, c'est fondamental, c'est la mondialisation en fait. C'est déjà la mondialisation. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Ce qui va faire la puissance militaire, économique, bref, la puissance des puissances avec la modernité, ce n'est plus la terre, c'est la mer. Et en particulier sur les mers, les routes commerciales. Un truc tout bête, hein. Les Français, ce qu'ils veulent, c'est de la terre. C'est-à-dire toutes les expansions territoriales françaises, c'est pour aller bouffer un petit bout de Belgique,
pour aller manger un petit bout d'Italie, pour aller manger un petit bout d'Allemagne, etc., etc. Bon, les Anglais, après la guerre de 100 ans, euh, ils sont plus du tout intéressés par la conquête terrestre. Ce qu'ils veulent, c'est des points dans le monde qui vont leur permettre de contrôler les réseaux commerciaux. Pourquoi les Anglais ont encore Gibraltar? Pourquoi ils ont eu Hong Kong pendant 200 ans? Pourquoi ils ont voulu développer New York, Boston, Philadelphie sur les côtes et ils n'ont pas voulu s'aventurer énormément à l'intérieur des terres en Amérique? Parce que c'est les points commerciaux qui comptent. Euh, Là encore, prenez l'Inde. Les Anglais vont développer un petit peu, mais pas énormément, New Delhi. Ils vont développer, zut, comment ça s'appelle? L'autre grande ville indienne. Bon, ça va me revenir. Ils vont développer les villes côtières et le contrôle des territoires à l'intérieur des terres, ils vont confier ça aux Indiens, c'est-à-dire aux Maharajas. En France, pas du tout ça. Hein. Quand les Français arrivent en Indochine, ils créent des villes. Quand les Français arrivent en Algérie, ils vont vouloir contrôler tout le territoire. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que la modernité? La modernité, elle est anglaise. On ne va plus se représenter l'espace comme quelque chose de solide. On va se représenter l'espace comme quelque chose de fluide, comme quelque chose de liquide, comme quelque chose d'abstrait. Et donc, on se rend bien compte que ce qu'on comprenait comme étant la nature, quelque chose de concret qui s'oppose à nous, on va le concevoir maintenant, et j'ai fini avec ça, comme quelque chose de purement abstrait sur laquelle on peut tracer des routes commerciales à grands traits, quelque chose qui n'a plus de résistance, qui n'oppose plus de résistance physique. Je reviendrai là-dessus, du coup, la semaine prochaine avec vos camarades.